En décembre 1949, le grand empire de Staline fête les 70 ans de son chef tout-puissant. Mes parents se souvenaient de ces festivités grandioses, ces rues de Moscou noires de monde et cette joie, sincère ou feinte. Aucun autre dirigeant de mon pays n'a eu le droit à une telle glorification. Du moins, jusqu'à aujourd'hui. Rien n'est trop beau pour célébrer celui qui règne sans partage sur une grande partie de l'Europe centrale et ses 85 millions d'habitants. À l'anniversaire de Staline, les dirigeants des pays frères sont parmi les invités d'honneur. Tous veulent approcher le chef et lui témoigner leur admiration et leur dévouement. Staline est au sommet de son pouvoir. Le culte de sa personnalité a été imposé à tous les peuples qu'il domine. Je me souviens qu'à l'époque, j'avais besoin d'un héros, d'un modèle. Et on m'a dit que Staline était ce modèle, donc je l'ai cru. On nous a expliqué que Staline, notre père, était très bon et très doux. Il remplaçait un peu mon père. Et je lui ai même écrit un poème. De la Hongrie à l'Allemagne de l'Est, tous les pays du bloc communiste s'efforcent de célébrer celui qui est devenu pour tous le petit père des peuples. Nous avions un merveilleux guide, c'était Joseph Staline, qui veillait à ce que les enfants aient du pain dans les maternelles. Et nos poètes se creusaient la tête pour honorer ce grand homme. Staline est partout. Impossible de lui échapper. Et ceux qui n'en peuvent plus réagissent comme d'habitude, par une blague. Premier jour, j'allume la radio, Staline. Deuxième jour, j'ouvre un journal, Staline. Troisième jour, j'ouvre la fenêtre, un poster de Staline. Quatrième jour, je n'ose pas ouvrir une boîte de conserve. Stalinallee von Kuba. Auf dieser Straße ist der Friede in die Stadt gekommen. Die Stadt war Staub. Wir waren Staub und Scherben und sterbensmüde. Aber sagt, wie soll man sterben? Hat uns doch Stalin selber bei der Hand genommen und hieß uns unsere Köpfe stolz erheben. Sagt, wie soll man Stalin danken? Wir gaben dieser Straße seinen Namen. De la Stalinallee à Berlin-Est, à la place de la Constitution à Varsovie, j'ai toujours le sentiment d'être à Moscou ou dans une autre grande ville russe. Staline a fait construire des centaines d'avenues, de bâtiments quasi identiques. D'abord en Union soviétique et ensuite partout dans son empire. Ils sont toujours là, tels des vestiges de son règne sur cette partie du monde. Une parfaite incarnation de ce qu'on appelle le réalisme socialiste et qui devient le seul style autorisé derrière le rideau de fer. Ce réalisme socialiste, on s'en est moqué et on l'a détesté. Pas pour le type d'architecture auquel il renvoyait, mais parce qu'il était soviétique et qui nous était imposé.
Quelle est la différence entre les artistes naturalistes, impressionnistes et réalistes socialistes? Les naturalistes peignent comme ils voient, les impressionnistes comme ils ressentent, et les réalistes socialistes font comme on le leur demande. Et c'est Staline qui dirige les artistes. Il ordonne à ses architectes de construire à Varsovie un immense palais de la culture et de la science. Le projet est entièrement pris en charge par l'Union soviétique. Chaque étape est filmée par des cinéastes envoyés de Moscou pour immortaliser ce gigantesque chantier mené par d'héroïques ouvriers et ouvrières, tous venus du RSS. À Varsovie, on l'appelait le cadeau de Staline, même si, officiellement, c'était le cadeau du peuple soviétique à ses frères polonais. Pour célébrer le chef russe, un palais de la culture, aussi grandiose soit-il, ne suffit pas. Tout comme en URSS, des villes de Staline, construites ou rebaptisées, apparaissent dans les pays du bloc communiste. En Allemagne, ça sera Stalinstadt, en Pologne, Stalingrad, en Roumanie, Orașul Stalin, en Bulgarie, Staline, et en Hongrie, une ville sort de terre, Stalinváros. C'est un projet conçu en URSS. Un grand chantier à la soviétique où la ville se construit pour servir aux besoins d'une usine sidérurgique. Miklos Nyíry a travaillé toute sa vie dans cette usine. Il y a commencé à 15 ans comme apprenti soudeur pour finir ingénieur, chef de l'unité de production. Si l'entrée à la fois belle et impressionnante est si grande, c'est parce qu'autrefois 10 000 personnes travaillaient dans cette usine. Là, on voit un tableau qui symbolise d'un côté la production du fer et de l'autre l'agriculture au service des ouvriers. Du pain et du blé y sont notamment représentés. Il s'agissait de relier la vie des villages et celle des villes, d'établir l'amitié entre les ouvriers et les paysans. Une entrée typique pour une usine du bloc de l'Est. On glorifie les travailleurs, bâtisseurs du communisme. Sur ces images, on voit qu'à la place de la ville de Staline, il y avait d'immenses champs de maïs et de vignes. Dunapantele pouvait être considérée comme une ville commerçante et prospère. Miklos vivait ici avec sa mère et sa grand-mère quand a débuté le chantier. Ils ont fait venir des centaines de personnes sur les chantiers de construction et ils leur ont installé d'immenses camps de tentes à proximité. C'était le plus souvent des personnes marginales qui étaient envoyées à Stalinville. La situation était telle que si on sortait la nuit, on risquait de se faire poignarder. Il y avait toutes sortes de gens qui traînaient par là. Utiliser des prisonniers sur les chantiers industriels, une méthode bien rodée en Union soviétique. Toute l'usine a été construite selon des plans soviétiques. Des machines et autres équipements ont été importés du RSS. Ici, on voit sur le côté du support du cylindre l'inscription NKMZ en cyrillique, ce qui signifie que les Russes avaient fourni ce matériel. Les ouvriers travaillent jour et nuit. L'usine et la ville sont achevées en seulement 4 ans. On voit à quel point les maçons travaillaient dur. Ils portaient souvent leurs propres vêtements en lambeaux, parce qu'on ne leur en fournissait même pas pour le travail. Mais ils travaillaient avec enthousiasme. Il y avait beaucoup de femmes parmi eux. Souvent, 3 à 4 femmes travaillaient, mais parfois il y en avait 10.
Il se pourrait que je voie ma mère ou ma grand-mère sur ces images. Il y a eu beaucoup de mariages ou d'histoires d'amour dans cette ville. Beaucoup de couples se sont rencontrés et mariés ici. Et leurs enfants ont fréquenté la même école que moi. Ma mère a connu mon père adoptif ici. Ces images d'ouvrières, fières de leur travail, auraient pu être tournées chez nous. En URSS, on nous a toujours dit que c'était la révolution de 1917 qui avait libéré les femmes et proclamé leur égalité avec les hommes. La femme travailleuse et communiste devient ainsi une incarnation de la réussite du système soviétique. Et comme dans tous les autres domaines, l'Europe centrale va suivre l'exemple du grand frère russe. Déjà en 1952, en Allemagne de l'Est sort ce film, Destin des femmes. Il va avoir un immense succès, avec plus de 5 millions d'entrées. Die Tatsache, dass nicht weniger als die Hälfte aller Werte der Welt von Frauenhänden produziert werden. Gewiss hat sich bei uns seit 1945 im Gegensatz zu Westdeutschland Entscheidendes geändert. Wir bauen uns eine neue Gesellschaftsordnung. Doch es gibt noch viele wichtige Probleme, die gelöst werden müssen. Und wenn wir aus dem Elend, in dem die deutsche Frau heute noch steckt, wieder herauskommen wollen, es muss ein Gesetz geschaffen werden, das die Rechte der Frau garantiert. Ein Gesetz zum Schutze der Mütter und damit ein Gesetz zum Schutze der Kinder. Wir leben im Zeitalter einer großen sozialen Umwälzung, die mit jedem Tag weitere Fortschritte macht. August Bebel schreibt in seinem Buch Die Frau und der Sozialismus: Es gibt keine Befreiung der Menschheit ohne die soziale Unabhängigkeit der Frau. Ils avaient besoin de notre force de travail. Une bonne part de la population active d'hommes travaillait pour les organes de sécurité de l'État et son appareil administratif surdimensionné. À 14 ans, Gisela est entrée en apprentissage pour devenir conductrice de train. Elle a tout de suite été embauchée à la station centrale de Berlin-Est. En tant que femme célibataire, on trouvait assez rapidement un emploi et on recevait des aides. Les enfants étaient pris en charge dans les jardins d'enfants et les crèches quand ils étaient bébés. Pour les mères célibataires, il existait des crèches à la semaine où elles déposaient l'enfant le lundi et venaient le chercher le samedi. Sinon, elles n'auraient pas pu travailler. À partir du moment où on avait 18 ans, on pouvait se marier. C'est ce que j'ai fait. On s'est mariés en décembre, l'année de mes 18 ans. Et au bout de quelques années, si ça ne se passait pas bien, on pouvait se séparer assez facilement en RDA, même en tant que femme. Le divorce ne coûtait pas très cher, ça dépendait des revenus. On devait payer une certaine somme et on redevenait une femme libre. Dans l'espace public, nous étions égales aux hommes. C'est à la maison que les choses n'avaient pas bougé. Ici, la révolution n'avait pas eu lieu. Les courses, le ménage, la cuisine, une charge quotidienne qui se rajoutait à la journée de travail. Mais à l'époque, les femmes étaient heureuses de revivre en paix, de pouvoir faire la fête et de s'amuser. À Berlin, on croit dans un avenir meilleur. En cet hiver 1950, la nouvelle République démocratique allemande n'est plus une zone d'occupation soviétique. Désormais, les Allemands de l'Est ont leur propre gouvernement, leur ministère, leur administration locale. Moscou autorise ce nouvel État à créer une armée, des services de renseignement et une police. Même les camps et les prisons passent sous son contrôle. C'était peu de temps après notre libération. Enfin, un peu après parce qu'on n'était plus aussi maigre. Barbara Kirchner et sa mère sont libérées après 4 ans d'une détention sans aucun jugement.
Être libérée, ça voulait dire que j'allais enfin recevoir des habits. On m'a donné une paire de chaussures, des bottes russes en feutre et aussi un manteau. Après ça, on nous a remis un billet pour prendre le S-Bahn jusqu'à Berlin-Schöneberg. Je n'avais encore jamais vu un escalier. Tout ce que je voyais était nouveau pour moi. Et là, j'ai vu un escalier. Et j'ai dû marcher aussi, sur mes petites jambes rachitiques, qui n'avaient fait que quelques pas en été devant les baraquements. Je n'étais pas habituée. Ma mère me traînait sur le trottoir. Je n'avais jamais vu un immeuble. J'avais peur de tous ces gens, et encore bien plus des voitures. Mais on y est arrivé. Mes grands-parents vivaient encore là. Ils ont ouvert la porte et ils ont vu leur belle-fille et leur petite-fille. Comme Barbara et sa mère, de nombreuses personnes détenues sans jugement sont libérées lorsque la direction des prisons passe sous administration est-allemande. Les prisonniers condamnés par les soviétiques s'attendent eux aussi à être libérés. C'est le cas de Jochen Stern, qui purge alors une peine de 20 ans de prison. On avait repris espoir. On allait enfin pouvoir expliquer à l'administration allemande ce qui s'était passé et que la plupart de nous étaient innocents. Hélas, on se trompait complètement, parce que pour eux, on était les pires ennemis de la jeune RDA. Alors, on s'est accroché aux fenêtres et on a hurlé « On est innocent, on va saisir l'ONU ». Ça faisait une invraisemblable chorale. Mais la police populaire s'était préparée à toutes les éventualités. Et elle a envoyé des unités qui ont fait irruption dans les salles. Il y a eu beaucoup de blessés. Le sang a coulé. 2 ou 3 jours plus tard, la porte de la cellule s'est ouverte et un colonel russe est entré. Et là, dans un allemand un peu approximatif, il a dit « Vous, si vous avez des problèmes, dites-moi. » On a répondu « On était beaucoup mieux avec vous les Russes qu'avec les Allemands. » Le colonel était aux anges. Mais oui, ça va toujours mieux avec les Russes. C'était inouï. C'était typique des Russes. Mais on en a profité. C'est ainsi que l'URSS dirige dorénavant les pays frères. Officiellement, les soviétiques se sont retirés, mais en réalité, leurs conseillers supervisent chaque département de l'administration. En Hongrie, pas besoin du NKVD soviétique, le chef communiste Matyas Rákosi, le plus fidèle élève de Staline, organise lui-même les purges. Tous ceux qui ne suivent pas à la lettre sa ligne politique sont suspects. Il y a 3 sortes de gens en Hongrie. Ceux qui ont été en prison, ceux qui sont en prison et ceux qui attendent d'aller en prison. On raconte que Staline aurait dit à Matyas Rákosi que la Hongrie était un pays religieux et qu'il n'y avait pas de quoi être fier. La religion est trop présente, aurait dit Staline. Rákosi est ensuite rentré de Moscou et il a décidé de mettre fin à ça. Chaque mot de Staline était un ordre. La première victime de Rákosi, le cardinal Mizenti, le très populaire chef de l'Église catholique. Inculpé de trahison, conspiration et non-respect des lois du régime, il est torturé et condamné à perpétuité. Mais ce n'est que le début de la grande purge qui va s'abattre sur le clergé et sur les simples croyants. Le 25 juin 1950 au matin, l'AVH, la police politique, a envahi le monastère franciscain d'Ujadvan. Elle a choisi exprès la sortie de la messe pour effectuer cette opération. Les fidèles ont dit qu'ils ne se laisseraient pas faire.
Mais en fait, il y avait déjà une liste de personnes à arrêter. Le nom de mon père était dessus, alors qu'il était en déplacement ce jour-là et qu'il possédait un document qui l'attestait. Et le 27 juin, jour de la fête de Saint-Laszlo et de l'anniversaire de mariage de mes parents, nous étions à table quand l'AVH a sonné à la porte. Ils sont entrés, l'un d'eux a tiré sur la nappe avec les plats dessus et a dit « Les bourgeois festoient ». Ils ont dit à mon père qu'il devait être interrogé et ils l'ont emmené. À partir de ce moment, je me souviens de tout. C'est resté gravé dans ma mémoire. Mon père a pris sa veste et il nous a dit qu'il reviendrait bientôt. Nous ne l'avons revu que 3 ans plus tard. Nous sommes restés seuls, ma mère, mon petit frère de 3 ans et moi. J'avais 8 ans. Son père est envoyé dans un camp de travaux forcés. Et selon les règles du goulag soviétique, la famille, Pirochka, sa mère et son petit frère, sont arrêtés à leur tour. On nous a placés dans une sorte de bergerie dans laquelle on a dû apporter de la paille. On aurait dormi dessus s'il n'y avait pas eu tous ces rats qui nous attaquaient parce qu'on leur prenait leur territoire. Je me souviens que lorsqu'on emmenait ma mère au travail, le soir, elle me disait de ne pas dormir pour que les rats n'arrachent pas les oreilles de mon frère. Face à ces répressions, l'Église cherche à trouver un terrain d'entente avec le pouvoir et invente une nouvelle théologie. A szocializmus nagyon sokban érintkezik, sőt azonos az evangéliummal. A szocializmus sokkal közelebb áll hozzánk, mint a letűnő kapitalizmus. A szocializmus a társadalmi igazságosságon alapul, és legfőbb értéke az ember. Mais faire l'éloge du socialisme ne va pas suffire. Quelques mois après le début des purges, le clergé au grand complet est convoqué au Parlement pour prêter publiquement allégeance au régime. Minden igyekezetemmel azon leszek, hogy működésemmel a Magyar Népköztársaság megerősödését és fejlődését előmozdítsam. Malgré tous les efforts du clergé, l'Église catholique va rester sous l'étroite surveillance de l'État. Comme d'ailleurs toutes les religions dans le bloc communiste. Quand un fonctionnaire sortait d'une église, des informateurs avertissaient le secrétaire du parti. La personne en question recevait ensuite une sanction disciplinaire, ou bien elle était remplacée. On a eu un président du conseil de notre région dont la femme, décédée, a été enterrée religieusement à l'église. Eh bien, il a été renvoyé. Même le mariage à l'église est mal vu. Le pouvoir fait la promotion de la cérémonie civile. Et si on tient à le faire célébrer par un prêtre, il faut trouver une paroisse où personne ne connaît les futurs mariés. Nous avons pris le train un matin et nous sommes d'abord allés à la mairie où a eu lieu la cérémonie civile. Ensuite, nous sommes allés à l'église et là, mon beau-frère nous a mariés. Après ça, nous sommes tous remontés dans le train pour rentrer chez nous. Une cérémonie très simple. Très simple. Pas de restaurant, pas de photographe, rien. Nous avons fait un mariage sans prétention, mais Dieu merci, notre vie commune n'en a été que plus belle. Et en Pologne, le pays le plus catholique d'Europe centrale, l'Église subit le même sort. Le pouvoir ferme les hôpitaux et les cliniques gérés par les religieux, interdit l'enseignement du catéchisme à l'école et arrête les prêtres. À l'école, en 1948, il y avait encore des cours de religion, et c'était un prêtre qui en était chargé. Il a ensuite été arrêté et nous n'avons plus eu le droit de prier avant le début des cours.
Alors, par provocation, on se levait et on bougeait les lèvres sans produire de son, ce qui mettait les professeurs en colère. Ils criaient « Asseyez-vous ». On refusait et on terminait la prière. Ce n'était pas une vraie prière, bien sûr, plutôt l'expression de notre dépit et de notre soutien envers celui qui avait été persécuté. Aller à l'église dans tous les pays du bloc communiste devient une forme de résistance au régime, une façon d'exprimer son désaccord. Et le clergé est condamné à vivre en marge du système. Pourtant, Joachim Gauck, futur président de l'Allemagne unifiée, décide de devenir pasteur. Quand on est dans l'opposition à un régime, on a besoin de quelque chose à quoi se raccrocher. Les gens ont besoin d'un repère s'ils veulent garder leur cap. Enfant, je n'aurais jamais eu l'idée de devenir pasteur. Je n'avais rien d'un saint. J'aimais le sport, les filles et la musique. Je n'imaginais vraiment pas prononcer des vœux pastoraux. Mais je voulais étudier une autre matière que celle que proposaient les léninistes. Le pouvoir fait tout pour séculariser la société. Même la fête de Noël devient plutôt laïque, célébrée comme une simple réjouissance de fin d'année. Mais chez moi, en Union soviétique, la fête de Noël était interdite. Le pouvoir nous a quand même laissé le Nouvel An. Et le Père Noël a été remplacé par le Grand-Père Gel. Au moins, il était autorisé à nous apporter des cadeaux. Les communistes ne s'intéressent pas seulement au Père Noël, ce sont les organisations de scouts qui sont dans leur viseur. Comme en URSS après la Révolution, ils se les réapproprient en changeant leur idéologie et leur nom. C'était une très vieille association de scouts du nord de Budapest, et j'en étais membre. Elle existait toujours en 1947, et le pouvoir, après l'avoir nationalisée et restructurée, l'a transférée dans l'Union des pionniers, à laquelle nous avons automatiquement été intégrés. Selon l'idéologie révolutionnaire, il faut modeler la jeunesse pour créer une nouvelle race d'hommes, le bâtisseur du communisme. Dans mon enfance, à l'école primaire, à 9 ans, on nous a remis solennellement le foulard rouge des pionniers. La question de faire partie ou non de ce mouvement ne se posait pas. On ne nous donnait pas le choix. Nous étions trop jeunes pour prendre au sérieux les slogans communistes qu'il fallait répéter. Pour beaucoup, c'était une sorte de jeu. Je me suis même inscrit aux pionniers des chemins de fer parce qu'ils offraient des tartines de beurre et du chocolat chaud au petit déjeuner. Je n'ai pas hésité une seconde, je les ai rejoints, même si je considérais leur chef comme le mal incarné. Ce qui me revient à l'esprit, ce sont les camps de pionniers au lac Balaton. On y allait chaque été, et c'était bien. C'était un véritable camp avec ses différentes activités et ces jeux qui nous réunissaient. À l'école, nous, les jeunes pionniers, on chantait, on participait déjà au défilé, et on était content de faire comme les grands. Il y avait toujours une fête organisée pour n'importe quelle occasion. Il régnait une ambiance plus joyeuse que dans notre vie de tous les jours. Un charme discret propre à cette époque. Elle était chef de groupe. Oui, j'ai été chef d'un groupe de pionniers pendant longtemps.
Les enfants et les adultes adoraient ce genre de structure. On était tous contents d'en faire partie et on ne faisait pas de politique, jamais. Pas de politique du tout. La politique n'avait pas sa place. Pionniers sans politique? Dans notre partie du monde, il n'y avait aucune association, aucune initiative publique qui ne soit pas politique. Il fallait réunir les enfants pour les contrôler, les endoctriner d'une façon ludique, mais les endoctriner quand même. On devait réciter le texte du serment dans lequel on jurait fidélité à la patrie. Oui, mais on devait réciter aussi « Je dirai la vérité »,« Je respecterai mes parents »,« Je ferai mon devoir » et que sais-je encore. Je serai fidèle à mon pays. Et surtout, chaque pionnier doit jurer de respecter les valeurs socialistes et de défendre sa patrie. Pendant la guerre froide, il y avait deux camps. Celui de l'impérialisme et celui de la paix, qui était le nôtre. C'était ça, le contexte idéologique dans lequel je suis né. Ce qui explique que tous les enfants avaient compris qu'il y avait deux camps dans le monde et qu'il fallait se battre pour le socialisme soviétique et contre l'impérialisme. C'est quelque chose que les pionniers comprenaient très jeunes. Et puis, il y avait les jeux militaires, des compétitions entre unités. On jouait à la guerre. Et aussi les jeux d'orientation dans la forêt. On nous apprenait à utiliser une boussole, par exemple. Ça, j'aimais bien. Il y avait aussi des exercices plus physiques. On devait lancer des grenades. Beaucoup d'entre nous avaient du mal à soulever ces engins de 2,5 kg. Mais on finissait par y arriver. Parce qu'en cas de guerre, il fallait savoir le faire. Être pionnier n'était que la première étape. Vers 14 ans, on les quittait pour adhérer à la jeunesse communiste. Ces jeunes étaient l'espoir et la vitrine du régime. Les meilleurs représentants du peuple, nous disait la propagande officielle. Mais la réalité était un peu différente. Quand je suis entré au lycée, je suis automatiquement devenu membre de la jeunesse communiste. C'était comme ça pour tous les lycéens, sans exception. Qu'il s'agisse d'élèves d'origine paysanne, ouvrière ou intellectuelle, peu importe. Mais tout ça n'était qu'un vaste mensonge. Je dirais que ce n'était pas par conviction communiste que les gens s'inscrivaient dans les organisations de jeunesse, mais pour pouvoir faire carrière ou faire des études. Prenons l'exemple de la première de la classe. Une jeune femme qui passe son bac et obtient l'équivalent de 20 sur 20. Elle demande à s'inscrire en médecine, elle est refusée. Elle n'est pas membre de la jeunesse allemande libre. Ça ne figure pas dans le refus, mais elle sait pourquoi elle n'a pas été retenue. Le pouvoir s'appuie sur la jeunesse communiste. Elle va être le fer de lance de toutes les grandes campagnes politiques. À commencer par l'une des plus importantes, la collectivisation. L'industrie a été nationalisée dès la fin de la guerre. Maintenant, c'est le tour de l'agriculture. On crée donc des fermes collectives, les kolkhozes. On nous a obligés à aller à la campagne pour convaincre les paysans d'adhérer aux coopératives agricoles. C'était donc une adhésion forcée. Une immense machine de propagande se met en place. Chaque village a le droit à une visite des représentants du gouvernement pour convaincre les paysans de mettre en commun leurs terres et leurs outils pour produire ensemble. C'était la politique de l'époque. L'objectif était de tout collectiviser. Henryk Dapkowski a toujours vécu ici. Sa famille possède cette ferme depuis presque 200 ans.
Pendant la campagne de collectivisation, lui et ses parents refusent de rejoindre la coopérative, malgré les pressions. Il y a eu une énorme pression sur les petits agriculteurs pour qu'ils rejoignent ces prétendues coopératives, des kolkhozes. Une vingtaine de personnes dans le village se rassemblaient dans une exploitation commune. Ceux qui acceptent croient aux promesses de la modernisation, du travail moins dur, de récoltes plus abondantes, d'une vie meilleure. Il y avait de l'agitation, une campagne de propagande. J'ai le souvenir enfant de la tension qui régnait au début de la création des kolkhozes dans les années 50. Ce système n'était sans doute pas adapté au contexte polonais, ce qui explique que les paysans n'en voulaient tout simplement pas. Beaucoup ne comprennent pas pourquoi ils doivent se séparer de leurs terres, de leurs bêtes, de tout ce qui appartient à leur famille depuis des générations. Les Polonais et les Hongrois, voisins directs de l'URSS, sont terrifiés à l'idée de subir la collectivisation à la soviétique et de connaître à leur tour une grande famine, comme celle qui, avant la guerre, a décimé des villages entiers de l'autre côté de la frontière, en Ukraine. Il y avait un paysan qui refusait catégoriquement d'intégrer la coopérative. Quand on refusait, on risquait d'être emprisonné. Soit il signait, soit il allait en prison. Il a fini par signer. Et il y avait aussi les koulaks. Koulak, un terme importé de l'URSS et qui désignait des paysans riches. Autant dire des ennemis du peuple. Le mot est entré dans les langues d'Europe centrale. Tous ceux qui possédaient entre 15 et 20 hectares de terres cultivables étaient qualifiés de koulaks. Ça signifie que toute leur récolte était prise, les greniers vidés et le blé confisqué. On leur laissait à peine de quoi vivre. Et il arrivait même qu'ils soient emprisonnés. Mais les koulaks résistent. En Pologne, ils arrivent à rester en dehors des coopératives. En contrepartie, l'État envoie des émissaires chargés de prélever au moins un tiers de toute leur production. Ces obligations étaient tellement contraignantes pour les agriculteurs qu'il était impossible de les remplir. Les prétendues équipes se rendaient dans les villages en camion. Mais quand quelqu'un les apercevait, la nouvelle se répandait dans tout le village grâce aux bouche à oreille. Et les villageois fuyaient partout où ils pouvaient. Je me souviens qu'il restait encore des cratères d'explosion de bombes près de chez mes parents. Les habitants portaient leurs affaires et s'y cachaient, parce que si quelque chose n'était pas caché, c'était réquisitionné. On les a forcés, ni plus ni moins. Ils ont été contraints de se taire et d'obéir sans discuter au Parti communiste. Les gens se sont résignés. Il n'y avait pas d'autre choix. Il fallait faire ce qu'on vous ordonnait de faire. Il fallait se taire et se contenter d'effectuer son travail. À la campagne, les paysans comprennent vite qu'il n'y aura ni salut, ni vie tranquille en dehors du Parti communiste. Alors il vaut mieux en devenir membre, même si on ne s'est jamais intéressé au marxisme. Un simple paysan demande à rentrer dans le Parti communiste. À la réunion, on l'interroge. « Quelle est votre opinion politique ?»« J'ai l'opinion de la une du journal du parti. »« Toujours ?»« Absolument toujours. »« Ça ne vous arrive jamais d'avoir une opinion personnelle ?»« J'en ai parfois, mais je ne suis pas du tout d'accord avec. »
Il y avait des assemblées générales, des réunions politiques dans les villages, et les gens y allaient souvent de leur plein gré. Certains s'y rendaient en espérant en tirer profit. Ils ne faisaient pas ça par idéologie, ni parce qu'ils pensaient que c'était bien et juste, mais parce qu'ils se disaient « si je rejoins le parti, je pourrai obtenir un poste plus facilement, ou bien mon fils ira dans une meilleure école ». Tout le monde joue le jeu. Il y a la vraie vie et l'image qu'en donne la propagande, qui s'éloigne de plus en plus de la réalité. A szocialista módon való gazdálkodás, az 5 éves terv első évi eredményes betakarítása ünneppé változtatja falvainkban az aratás-cséplés kezdetét. Traktorosok és traktorok a parasság új, boldogabb életének, a gépesítésnek harcosai haladnak a menet élén. Dans toute l'Europe centrale, comme chez nous en URSS, les actualités étaient réalisées selon le même scénario immuable, avec le même commentaire, dans la même langue de bois. Dolgozó parasságunk a gabona gyors begyűjtésével erősíti pártunk és munkásosztályunk békéért vívott harcát. Ainsi, les actualités filmées deviennent une série de spots publicitaires pour promouvoir un seul sujet, la politique du parti. En Hongrie, les médias se lancent dans une nouvelle campagne initiée par Rákosi, un impôt obligatoire appelé l'emprunt volontaire pour la paix. J'ai commencé à enseigner en 1950 et toute personne qui travaillait devait d'abord souscrire à un emprunt d'État pour une période de 3 ans. C'était déduit du salaire et on nous avait dit qu'on serait remboursé. 10 ans plus tard environ, on l'a effectivement été, mais à hauteur de la valeur correspondant à l'époque où on avait souscrit l'emprunt. Il arrivait que les responsables, des membres du parti, vous demandent combien vous vouliez mettre. Eh bien moi, je n'ai pas eu à leur dire. Ils avaient déjà inscrit la somme que je devais verser. Au début, mon salaire mensuel devait s'élever à 500 forints. Et sur ces 500 forints, je devais en donner 100. Même plus tard, quand il est passé à 1000 forints, j'ai dû consacrer un quart de cette somme aux emprunts d'État. C'était obligatoire. Comment cet argent prélevé sur les maigres salaires de Sándor et Lenke Béla pouvait-il protéger la paix dans le monde? On l'ignorait. Ce qui était sûr et martelé par les médias au quotidien, c'est que le bloc communiste était menacé. Les pays capitalistes occidentaux étaient opposés à l'Union soviétique. Ils voulaient contrôler les pays que l'armée rouge avait libérés pour les retourner contre l'URSS. C'était ça le fondement de la pensée à l'époque. Les impérialistes occidentaux voulaient renverser le socialisme. En réponse à l'agresseur capitaliste, l'URSS met en place le Mouvement international pour la paix et fait venir les communistes du monde entier à ses congrès organisés chaque année dans différentes villes du bloc soviétique. Les participants à ces rassemblements doivent montrer à l'opinion publique internationale que l'URSS est en première ligne dans ce combat pacifiste. És a békeharcban Sztálin vezetett csatában. Sztálin, aki mindig győztes. Sztálin, kinél nincs erősebb. Sztálin, ki a népnek drága, s mindenütt van katonája. Staline, qui a gagné la guerre, va maintenant garantir la paix. Cette paix dont tous les Européens ont besoin pour reprendre une vie normale et oublier les morts, les destructions, les camps d'extermination. C'est d'autant plus important pour les Juifs qui sont rentrés chez eux. Parmi ceux qui reviennent, la famille de Béla Schwarzman. Ils s'installent en Silésie, au sud-ouest de la Pologne.
Sa mère dirige une école yiddish où son père enseigne également. C'est une des institutions juives qui renaissent dans le pays après-guerre. Il existait une société sociale et culturelle des Juifs en Pologne. C'était une structure contrôlée par les autorités, par les communistes bien évidemment. Mais c'était en même temps le lieu d'une vie sociale et culturelle très riche. Les survivants font tout pour reconstruire la vie de leur communauté après la tragédie de la Shoah. Et chaque année, depuis la fin de la guerre, Juifs et non-juifs commémorent le soulèvement du ghetto de Varsovie contre les nazis. Ça se passait au mémorial qui avait été érigé en 1948. Difficile d'imaginer une foule plus dense, une véritable marée de personnes venues pleurer ceux qui étaient morts. Elles espéraient aussi que leur présence en aussi grand nombre, malgré les massacres pendant la guerre, leur permettrait d'une manière ou d'une autre de vivre en sécurité. Le pouvoir communiste tient à montrer que les crimes contre les Juifs seront punis comme tous les crimes des nazis. En novembre 1947, à Cracovie, le gouvernement polonais, avec l'aval de Staline, organise le procès public de 40 membres du personnel d'Auschwitz. Et pour la première fois, on juge aussi bien des gardiens que des dirigeants. Parmi les accusés, la chef du camp des femmes à Birkenau, Maria Mandel, et un des derniers commandants d'Auschwitz, Arthur Liebe-Anschel. Le tribunal prononce 23 sentences de mort, 16 peines d'emprisonnement. En URSS aussi, les Juifs se sentent protégés par l'État. Ils se sont battus dans l'armée rouge sur tous les fronts de la guerre. Dès les premiers jours de l'invasion nazie en 1941, Staline a mis en place le comité antifasciste juif pour solliciter l'aide du monde occidental. Les grands intellectuels y participent, comme le réalisateur Eisenstein ou l'écrivain Ilya Ehrenburg. Il est présidé par le metteur en scène Miko Els. первых рядах на фронте этой борьбы. Да здравствует освобождение всех свободолюбивых народов. Бой против фашизма. Mais le nazisme vaincu, Staline trouve que le comité est devenu trop indépendant. Et dans la guerre froide naissante, il soupçonne ses membres d'être plus juifs que soviétiques. En janvier 1948, Miko Els est assassiné par les services secrets. La majorité des membres du comité est arrêtée. 13 d'entre eux sont exécutés en une seule nuit. Ainsi commence la campagne du Kremlin contre les Juifs, accusés d'être des cosmopolites sans racines. Sous la pression de l'Union soviétique, les lieux d'enseignement du yiddish ont été fermés petit à petit, car il s'agissait de la manifestation d'un nationalisme malsain, alors que, comme chacun sait, le pouvoir prenait l'internationalisme. C'est le début d'une grande purge, et les pays frères sont sommés d'y participer. Il faut trouver des traîtres au plus haut niveau du pouvoir. La chasse aux ennemis du peuple est ouverte, en Hongrie, en Bulgarie, en Pologne. Mais c'est en Tchécoslovaquie qu'a lieu le procès le plus emblématique. À Prague, en novembre 1952, 14 responsables du Parti communiste sont jugés. Le secrétaire général du PC, Rudolf Stansky, le ministre des Affaires étrangères, 7 vice-ministres. Státní prokurátor žaluje vedení protistátního spikleneckého centra v čele s Rudolfem Slánským. Žalují. Ozývali hlasy lidu proti sionistům, spustili pokřik o nebezpečí antisemitismu, aby zakryli, že prosazují třídní zájmy židovské buržoázie a spojují se přes světový sionismus s americkým imperialismem.
C'est un grand procès comme on en a vu à Moscou. Devant les caméras, les accusés reconnaissent des crimes fabriqués de toutes pièces. Provinil jsem se těžce na zájmech československého lidu. Proto dnes s právem stojím zde, před tímto soudem, před lidově demokratickým československým soudem. Jako společník Rudolfa Slánského a židovský buržoazní nacionalista účastnil jsem se na nepřátelských akcích, které byly organizovány americko-anglickými imperialisty a jejich agenturou v Izraeli v čele s Ben Gurionem. Fin novembre 1952, Slansky et 10 autres accusés sont condamnés à mort et 3 à la prison à perpétuité. La majorité d'entre eux avaient des origines juives. Ma grand-mère m'a souvent parlé de cet hiver 1953 comme du moment le plus dramatique de toute l'époque d'après-guerre. L'intelligentsia soviétique retenait son souffle. On s'attendait à ce que Staline déclenche les pires purges qu'on ait jamais connues. Говорит Москва. Дорогие товарищи и друзья, 5 марта в 9 часов 50 минут вечера после тяжелой болезни скончался Иосиф Виссарионович Сталин. Le sentiment était mitigé. Tout le monde faisait semblant d'être en deuil ou de verser des larmes pour ne pas se faire remarquer. Il a crevé. Ça a été ça ma réaction. Je me souviens que lorsque j'ai quitté la maison pour aller à l'école, ma mère m'a dit « Ne ris pas. Souviens-toi qu'aujourd'hui, tu n'as pas du tout le droit de rire. » Le secrétaire de l'organisation de la jeunesse communiste du lycée était en larmes. Et nous, on nous conduisait comme un troupeau sur la place des héros pour qu'on se recueille devant la statue de Staline. Je suis parti immédiatement après, mais j'avais envie de le poignarder. J'étais dans un camp d'internement quand Staline est mort. Le commandant nous a demandé par mégaphone de pleurer parce que notre père venait de mourir. J'ai pleuré à chaudes larmes. J'étais la seule imbécile à pleurer dans le camp. D'où la réaction de mon amie quand je lui ai dit « Ses nerfs ont dû lâcher ». Elle m'a répondu « Et les tiens aussi, idiote !» Tout le monde attendait un miracle. Les gens étaient sûrs que les choses allaient changer. Je ne sais pas ce qui leur faisait croire ça. Mais une chose est sûre, c'est que nous étions tombés si bas, politiquement et socialement, que ça ne pouvait pas être pire. Ça ne pouvait que s'améliorer. Derrière le rideau de fer, la mort du dictateur déclenche une vague d'espoir.
l'espoir que Staline emportera dans sa tombe le système qu'il a imposé. Comme on le disait au Goulag, l'espoir meurt en dernier.